Alena Postolska présente Emmanuel Jout. Emmanuel Jout, bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à cette troisième saison des Visages de la danse. Et j'aimerais qu'on commence votre parcours à rebours, en fait, en voyant la dernière pièce que vous avez chorégraphiée, dans laquelle vous dansez, qui est un duo, When We Were Old, 2013. I'm able to eat another human being. Come closer. Now stop. Don't move. Don't move anymore. Can you run faster? If you run faster, I bring you somewhere. Tournez à gauche and come closer. No, don't go that way. Do you really want me to bring you somewhere? I bring you somewhere. Est-ce que c'est troublant pour vous de voir, en général, de vous revoir danser comme ça quand vous vous regardez à l'écran? Quel est le premier impact, la première impression? Ça va toujours dépendre de la pièce que je vais regarder. Cette pièce, When We Were Old, est toujours en cours, donc bien entendu, je reste critique. Je regarde et je me dis, bon, la prochaine fois, j'aimerais aller ailleurs ou passer par un autre chemin, notamment avec ce tableau qu'on vient de voir. Mais sinon, en général, j'essaye d'être spectateur de moi-même, si je peux me permettre. Mais toujours avec un œil critique. Est-ce que c'est inévitable quand on est un artiste de toujours se relire ou se regarder, ou n'importe qui, dans n'importe quel domaine, voudrait refaire ce qu'il a déjà fait? Refaire, je pense que ça peut être un piège, mais oui, on est toujours critique, tant et aussi longtemps qu'on a encore une question essentielle, inévitablement. T'sais. Puis dans mon cas, c'est bon, comment puis-je me répéter mieux la prochaine fois? Alors ça, on l'a vu, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Bien sûr, il y a une nouvelle pièce en préparation, mais maintenant, j'aimerais qu'on reprenne le parcours au tout début, à votre naissance, le 15 décembre 1970, à Montréal. Est-ce que votre milieu originel, votre milieu d'enfance, avait un lien quelconque avec la danse? Non, pas du tout. Je suis néo-québécois depuis 43 ans. Je vis au Québec, mais je n'ai jamais fait de lien avec les origines de mes parents de façon consciente, bien entendu. Et ça veut dire que dans votre enfance, vous ne pensiez pas du tout être danseur ou chorégraphe. Quels étaient vos intérêts? D'abord et avant tout, c'était de jouer, c'est pas tant de faire quelque chose, mais plutôt d'avoir quelque chose, donc avoir beaucoup d'attention. Oui. Ça, c'était capital pour moi. Est-ce que ça l'a changé? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'étais jeune, c'est clair et certain que être en relation avec les autres, pour moi, c'était d'avoir de l'attention. Mais en particulier dans votre famille, est-ce que ça voulait dire que vous étiez fils unique, vous? Non, j'ai eu la chance d'avoir un frère et une sœur, 2 parents, et on était quand même une famille assez agitée parce que nos parents étaient des individus, des êtres riches, mais très rigoureux aussi. Donc, le moindrement qu'on avait ce temps pour être tannant, être turbulent, on le prenait. Et on était très joueurs entre nous. Mes parents tentaient de nous ramener tout de suite à l'ordre, mais dès que c'était possible, on explosait. Et à l'école, alors est-ce que vous étiez aussi un enfant turbulent et agité?
Quel était votre rapport aux études? Est-ce que vous avez besoin de vous faire remarquer à l'école aussi? Oui, mais pas à travers les études, malheureusement. Bon, malheureusement. J'étais une personne qui cherchait énormément d'attention. Je me tenais surtout avec les filles. Oui, J'avais ma gang, comme je disais tout le temps, mais ma gang, c'était moi, puis peut-être un ami ou deux. Et ça me comblait. Assez sportif aussi. Sportif, en fait, non, c'est pas vrai. Plutôt tout sport qui demandait jeu. Donc, l'athlétisme, au hockey, au soccer, tout ce qui était jeu pour moi, c'est là où est-ce que je mettais toute mon attention. Et après, une fois qu'on retournait en classe, ben, j'étais un peu dérouté. C'est sûr que bon, la matière, c'était important, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'être en relation avec mes profs, avec mes amis. Donc, c'est ce qui expliquait un peu mon côté turbulent, moins concentré. Je cherchais à aller au-delà de la matière qu'on nous proposait à l'école. Ce qui fait que très tôt, on m'a redirigé vers une psychopédagogue. Donc, au lieu d'avoir 4 cours par jour, j'en avais 3. Puis l'après-midi, ben, j'avais ce que je voulais. En fait, j'avais l'attention, mais d'une seule personne. est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous pensez à ça avec le recul, vous trouvez ça justifié ou comment vous le... C'est quelque chose qui vous a marqué, ça, d'être celui qui dérange? C'est sûr que ça marque parce que quand on dérange, premièrement, on ne sait pas qu'on dérange, on ne fait que vivre, hein, on se déploie. Et après, ben, on a un retour, soit de la direction, des professeurs ou bien des parents, mais c'est surtout à travers les parents que bon, j'ai compris que je n'étais pas nécessairement dans le cadre, mais pas à outrance, ça ne m'a pas affecté tant que ça. J'ai vite compris que, comme je disais tantôt, avec ce complexe, si je peux m'exprimer ainsi, de l'enfant sandwich, pour moi, ça devenait logique d'être à part, d'être différent. Pourtant, c'était important pour vos parents, justement, que vous fassiez des études et vous inscrivent dans un collège prestigieux, Brébeuf. Et quel était leur objectif, en fait? C'était vraiment d'essayer de vous donner un cadre, de vous aider à aller plus loin? Ben, assurément de me donner toutes les chances possibles pour aller plus loin qu'eux, premièrement. Je pense que ça, c'est propre à tout parent. Et plus loin, en tant que néo-québécois, très jeune, j'ai appris cette notion d'agir avec cette mentalité de la bouchée double, tu sais, de toujours en faire plus pour arriver au même point, pour des simples raisons d'identité raciale, déjà jusqu'à un certain point, nous n'étions pas pareils. Donc, pour fonctionner avec les gens pareils, il fallait avoir encore plus d'atouts. C'est comme ça que j'ai été éduqué à Est-ce que c'est une question de niveau social? Est-ce que c'est une question de couleur de peau? C'est une question de quoi? Quand vous dites néo-québécois, c'est important. Ça veut dire qu'il y avait une sensation de ne pas être forcément accepté d'emblée? Dans les années 70, c'était pas juste une sensation, c'était une réalité qui s'exprime de façon très, très, très subtile. Je ne veux pas souligner le racisme, mais quand même un réflexe de souligner la différence de mille et une façons. Et quand on est jeune, on est sensible à cette réalité-là, sans nécessairement en être conscient, mais on en est sensible et on doit s'ajuster, s'identifier par rapport à cette réalité-là et tenter de faire son chemin, tu sais, d'y aller. Et puis c'est avec le temps qu'on réalise qu'on assemble les puzzles et qu'on fait, bon, ben, effectivement, je suis néo-québécois, je suis un Québécois qui s'exprime en français, mais avec une articulation différente, qui a une couleur de peau différente, qui a une culture différente, bien que je n'ai pas, je n'ai pas hérité, ou je n'ai pas voulu hériter
de la culture haïtienne. Ça, c'est l'être conscient, mais mes gènes, mes Est-ce que cellules... cette culture, justement, haïtienne a des influences sur vous, ou même, je dirais encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a encore de ces origines en vous, dans votre façon de voir le monde, mais aussi peut-être dans votre gestuelle? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? C'est conscient? Ben, par rapport à la vision du monde, j'essaierais de résumer ça en cette énergie d'amour, je dirais. Parce que je ne suis pas une personne croyante, pas du tout, mais il y a énormément de croyances ancrées dans le peuple haïtien. Et je pense que j'ai une foi en la vie. Ça, c'est au niveau de l'aspect spirituel, l'aspect, la vision de la vie. Au niveau du mouvement, bien entendu, consciemment, je ne suis pas certain de m'exprimer à travers une origine pensée, mais je m'exprime à travers des cellules, à travers une énergie qui, elle est sur le plan morphologique, sur le plan de mon anima. Bien entendu, je suis haïtien, je suis noir, en fait. Et aujourd'hui, vous le revendiquez. Vous en avez fait votre caractéristique, votre atout. Je vis en fait cette réalité-là. Je n'ai jamais misé sur cette carte, je n'ai jamais nié, je n'ai jamais mis de l'avant. C'est comme ça que je suis et c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je danse. Mais je ne cherche pas à surligner cet aspect. Oui. Je sais que pendant toute la période de votre secondaire, en tout cas, ce sont des matières plutôt intellectuelles qui vous intéressent. Et vous restez d'ailleurs quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'intéresse à énormément de choses, qui finit d'ailleurs par finir un cégep en philo. Mais vos matières préférées, c'était l'histoire, la philo, la littérature. Et d'un coup, il y a un tournant vers la danse improbable. Ben, oui, j'ai été surtout attiré ou séduit ou intrigué par les sciences humaines. Oui. Et là, on me ramène à mon père. Les sciences, les mathématiques, ça m'intéressait moins. Mais l'histoire, la philo, mais plutôt la philo après, quand on était rendu au cégep. Mais pourquoi l'histoire? Parce que c'est encore une fois un monde qui est tangible par les écrits, mais qui suscite l'imaginaire, qui questionne un passé, en fait, qui relate un passé. Oui. Et en fait, est-ce que c'est vraiment l'histoire, la philo, la littérature ou toute autre discipline en sciences humaines qui m'ont intéressé, ou plutôt le passé? Alors, je dirais que c'est plutôt le passé qui m'intéressait. Parce que dans le passé, c'est la première question par rapport à qui je suis ou d'où je viens, en fait, pour savoir où je suis en ce moment et où est-ce que je vais aller. Et longtemps dans ma vie, je me suis questionné par rapport à ça. Est-ce que je me suis questionné? Je ne sais même pas, en fait. Mais j'ai été attiré par ça. J'ai plongé là-dedans. J'ai voulu rêver à travers des choses qui ont eu lieu et que je pouvais m'assurer, peut-être c'est une forme de sécurité, hein, mais ça a eu lieu, alors là, je peux m'imaginer comment ça a eu lieu. Je n'ai pas à remettre en question si ça a eu lieu ou non. Et ça a été surtout ma matière de prédilection. Et puis si c'est soi, c'est l'altérité, forcément. C'est important, on retrouve ça aussi absolument dans toutes vos pièces. Parce que ce que vous dites là, en fait, on le trouve en toile de fond, exprimé à travers la danse, mais ça reste dans vos sujets majeurs. C'est effectivement une projection avec laquelle je me sentais à l'aise, je me sens encore libre d'interpréter. C'est quelque chose qui a de toute façon déjà existé, donc j'ai rien à inventer, ça me sécurise. Puis en même temps, je pense que je reste dynamique et vivant par rapport à ça, fait que j'amène mon grain de sel, mon point de vue. Mais racontez-moi justement comment vous en êtes arrivé à la danse. C'est un moment particulier, à 18 ans, vous vous jetez à corps perdu dedans sans que quasiment rien ne vous y prépare.
C'est singulier. Rien. Si on regarde le premier niveau, effectivement. Oui. Mais si je reste cohérent avec ce que je dis depuis tantôt, on parle d'une personne qui a besoin d'une forme de sécurité à travers l'attention parce qu'il y a un besoin d'être en dialogue. Disons, on va partir de cette prémisse. Et j'arrive au cégep, au collège Jean de Brébeuf. Alors, je m'inscris en communication parce que c'est la seule branche qui permet le théâtre, Oui. après 3 sessions. Donc, j'endure les 2 premières sessions en communication, cinéma, plus des aspects pour moi qui sont techniques, qui m'ennuient un peu. Alors, en parascolaire, si on peut dire, je faisais partie d'une troupe d'improvisation. Et un jour, un de mes camarades, amis, Pascal Contamine, nous arrive et puisqu'on est à Brébeuf, le collège Jean de Brébeuf, c'est toujours mieux que les autres, on veut battre un record qui, premièrement, a été établi par Robert Gravel avec la LNI, 48 heures d'improvisation sans arrêt. Alors, le collège Grasset fait 56 heures. Alors, le collège Jean de Brébeuf se doit de faire 72 heures. Donc, on se réunit à 6 et sous la direction de Olga Klein, et on fait un 72 heures d'improvisation à l'ancienne Licorne sur Saint-Laurent, au coin de Sherbrooke. Et moi, j'étais improvisateur par les mots, surtout les mots, surtout le jeu. Mais après 18 heures sans arrêt, moi, au niveau de l'esprit, j'en perdais. Et j'ai commencé à m'exprimer plus avec l'énergie du corps. Et c'est là que j'ai eu un premier choc. Qu'est-ce qui se passe? Tous mes personnages fatigués étaient appuyés par une corporéité qui était au niveau du senti. Et je pense qu'au niveau de la projection, il était quand même assez défini. On a fait notre 72 heures. On n'a pas réussi à faire le Guinness parce qu'on avait une pause à chaque 5 minutes. Donc, finalement, on a fait 55 minutes seulement d'improvisation. Quelle honte. On s'en va célébrer une semaine après au Café Campus. Et là, c'est l'autre branche qui est très importante dans ma vie, l'amour. Il y a une jeune fille qui me plaisait. Mais j'étais très gêné, j'étais très gauche et tout. Et en fait, au Café Campus, elle m'invite à aller danser. Et je n'avais jamais dansé de ma vie. Bien que j'avais fait de l'improvisation, que je m'exprimais par le corps, je n'avais jamais dansé de ma vie. Et pour moi, bizarrement, paradoxalement parlant, danser, c'était une des choses les plus dégradantes qui se pouvaient, pour la simple raison que je pouvais passer pour un fou, un bouffon, ou peut-être lié à mon éducation. Mais j'avais compris que si je n'allais pas danser, toutes mes chances étaient perdues. Donc, je m'en vais sur la piste de danse et je me mets à danser. Et tout de suite, je réalise que je suis très gêné devant cette jolie demoiselle. Alors, je baisse la tête, je regarde ailleurs et je me cache derrière le choc, un deuxième choc, c'est-à-dire derrière le mouvement. J'écoute la musique et je me mets à me déployer, à interpréter, en fait, toutes ces énergies musicales, les paroles, toute l'ambiance qui sortait des enceintes. Et c'est vraiment au niveau sensation physique autonome, j'ai découvert ma capacité à m'exprimer à travers la danse. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté. Vous pensiez à un gars de la tête et finalement, vous découvrez que vous avez aussi un corps, des jambes. La danse vous vient par l'amour, en fait. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de Mais plus... c'est extraordinaire comme émergence. Oui, mais ça n'a pas marché avec... Ça a marché, parce que vous avez gardé la danse de ça. Oui. Et par contre, le gars de tête, c'est plus tard qu'il a réalisé que... Parce qu'après, j'ai été au cégep en philo. Donc, après ce 72 heures, je n'ai pas eu l'énergie de finir mes cours de cégep, de collège au collège Jean de Brébeuf. Et j'ai pris quelques mois de pause et je suis rentré en philo au cégep du Vieux-Montréal. Mais je faisais parallèlement à ça des séances intensives au Café Campus tous les soirs. Ça ne vous a plus jamais quitté, la danse? Jamais. J'aimerais qu'on regarde un extrait de vous comme interprète
après ça, on va parler justement de vos années de formation parce que vous finissez par choisir la danse. Et là, c'est une série de pièces de vous dans lesquelles vous êtes. Staccato Rivière 2007, c'est un trio pour hommes. Equilos, qui est un solo de 2003, 63 apparitions 2004 et M 2002. Vous avez choisi ces extraits-là et pourquoi vous avez choisi ceux-là en particulier? De par l'importance des pièces, cette pièce-ci, Staccato, c'était la première fois que je dansais avec un casque masculin, plus d'un duo en fait. Un danseur provenant de Vancouver, un danseur provenant du Japon et moi de Montréal. Donc au niveau de la diversité, il y avait un territoire possible. Et puis l'autre Aquilos? pièce, Aquilos, c'est un solo, mon premier solo, je peux dire, dans un contexte in situ. Donc je dansais dans une vitrine pendant 1 heure. Oui. À vitrine Georges, c'était le lunetier Georges Oui. Launoué. Et donc à cette occasion, j'expérimentais plusieurs façons de projeter le corps via la télé, via live dans un espace très restreint. J'avais la prétention dans ce temps-là de proposer une forme de danse-exposition parce que c'était en addendum à une première pièce de 3 heures, vitrail. 63 apparitions, c'est une commande chorégraphique de Michel F. Côté dans le cadre de Densité. Et donc, plusieurs chorégraphes qui se réunissent et qui agencent une soirée à travers quelques tableaux chorégraphiques qui étaient une réponse aux musiques de Michel F. Côté. Et puis ça, c'est le duo avec David Presso. Ça, c'est le duo avec David Presso qui initialement a été composé sur Félix Ruckert et Julian Hamilton en 2001, que j'ai repris et que j'ai interprété à Montréal avec David Presso. Mais alors justement, j'aimerais qu'on avance un peu plus vite sur les années de formation, parce qu'à un moment donné, vous finissez votre cégep en philo au Collège du Vieux-Montréal, mais vous choisissez la danse. Alors comment ça se passe? Quelle est votre formation de danseur à vous? Vite, je m'inscris à l'école de danse Graham, je crois, avec Suzanne Claveau, qui m'apprend des rudiments par rapport à la danse, mais très technique. Et ça ne m'a pas du tout emballé, bien que le professeur était un bon pédagogue. Mais c'était quand même pour m'échauffer par rapport à la danse. J'ai fait des auditions à la nuit, des auditions qui ont été à 100% ratées. Totalement, parce que c'est surtout un lieu qui formait des interprètes. Et j'ai aussi auditionné à l'UQAM, profil création et interprétation. Et j'ai été pris à cette université. J'ai fait mon bac en 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans ou 4 ans et demi, je ne me souviens plus. Je suis rentré en septembre 93 et j'ai terminé en décembre 97. Donc, ça a été un peu plus long que la normale. Parce que je prenais aussi des cours à l'extérieur du profil création et interprétation. Et en même temps, j'ai parti ma compagnie avec Isabelle Chevrier et Marie-Julie Asselin, les événements Carpe Diem. Donc, ça me prenait un peu plus de temps. Ça, c'est le début des années 90, en effet, où il se passe énormément de choses à Montréal. Et puis, vous êtes vraiment de cette génération qu'on appelait entre eux la Magic Generation des années 80 et puis celle qui a émergé dans les années 2000. C'est ça, la génération qui a aujourd'hui dans la quarantaine, mais qui a fait le Montréal des années 90, vraiment. Et quand vous pensez à vous comme interprète, vous, aujourd'hui, vous qui êtes chorégraphe, qu'est-ce que vous diriez être vos principales qualités d'interprète, vous, pour vous-même? Pour moi-même, je dirais que en tant qu'interprète, je crois bien avoir la qualité d'être joueur lorsque je suis dans l'acte du mouvement. J'ai la qualité de donner, de me pitcher, excusez le terme, mais dans le mouvement que j'ai à communiquer.
mais je ne suis pas tant un interprète que cela. Je suis plutôt un bougeur, un performeur. Donc, j'espère avoir cette qualité encore de capter l'espace, le temps et d'y répondre le plus rapidement possible. Mais vous avez aussi beaucoup été dans le théâtre. Est-ce que vous avez déjà hésité entre la danse et le théâtre ou d'emblée vous avez intégré l'un et l'autre? Ni l'un ni l'autre. Dès que j'ai découvert la danse, il y a eu une forme de rejet naturel de mon faux potentiel au niveau comédien. Je l'ai gardé pour chez moi, à la maison. Ça. Mais aujourd'hui, vous, évidemment, vous enseignez, vous avez une compagnie, vous choisissez des interprètes. Alors, si je vous demande de l'autre côté du miroir, quelles sont les qualités que vous, comme chorégraphe, vous cherchez chez un interprète? Est-ce que vous cherchez aussi des bougeurs, des performeurs, ou est-ce que vous avez des exigences autres? Je vais chercher des bougeurs, des performeurs, mais qui ont une forte technique, une forte personnalité aussi, donc une grande technique, une personnalité qui me permettent malgré tout de saisir, de toucher une authenticité qui va me permettre de rêver. Donc, bien entendu, le trait de caractère, la singularité de l'individu, pour moi, c'est la capacité d'exprimer cette singularité par le mouvement, non nécessairement codifié. Pour moi, c'est la qualité première que je recherche chez l'interprète, puisque c'est un peu mes lunettes. À chaque fois que j'amorce une création, j'ai de la boue dans les yeux. Hein. J'ai beau avoir une forme d'inspiration et tout, mais dès qu'on arrive dans le concret, j'ai les yeux pleins de boîtes. Et c'est l'interprète qui m'aide à purifier l'eau, que l'eau devienne plus limpide, plus claire, pour que je puisse, oui, c'est ça, que je puisse écrire le corps dans cet espace et dans ce temps. Pourtant, vos pièces, à vous, ne sont pas faciles à interpréter. Il y a un haut je dirais, assez haut, sinon très haut degré, non seulement technique, mais aussi de difficulté, de l'énergétique, de la rapidité, etc. Donc, ça prend des danseurs qui ont eu une formation. Ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, je crois que ce qui va rendre ma danse difficile, si je reprends ce que tu me dis, c'est plutôt l'incongruité du mouvement, le côté pas original, mais ni idiosyncratique du mouvement, mais ce mouvement, je suis moins habitué à ça. Je sais que en déployant son corps, en faisant ce mouvement, ça va exiger à l'individu de se dépasser. Donc, à chaque fois, il peut m'arriver un mouvement inédit. Moi, ce que je vais vouloir voir, c'est la volonté, en fait, de l'interprète à transcender, surpasser la contrainte et réaliser le mouvement. Alors oui, ça demande une technique, mais ça demande aussi une technique de s'accoucher soi-même en tant que bougeur. Je ne vais pas nécessairement aller chercher un danseur qui est capable de tourner 10 minutes sur lui-même ou qui va avoir le battement ou bien le plié, mais qui va avoir cette conviction et ce caractère corporel pour exploser, oui. Est-ce que pour vous, la qualité de l'enseignement à Montréal est bonne, suffisante? Est-ce qu'il y a suffisamment d'éventail? C'est une bonne question. Déjà, moi, en tant qu'élève, je n'étais pas assidu. Donc, si j'avais été plus assidu, peut-être que j'aurais été en meilleure position pour me rappeler de qu'est-ce que j'ai eu comme enseignement et de dire si c'était un bon enseignement ou non. Et ce qui se passe aujourd'hui, je suis complètement déconnecté par rapport aux classes techniques, mais de ce que j'ai compris, de par les innovations des institutions et aussi des centres chorégraphiques qui entretiennent le perfectionnement des danseurs, le niveau est assez élevé. Mais bien entendu, il pourrait être encore plus élevé en encourageant plus les échanges internationaux quant à la vision du corps. Parce qu'enseigner la danse, c'est enseigner aussi une vision du corps. Et oui. La vision du corps, c'est quelque chose de culturel. Je pense que l'interprète qui est puissant, c'est un interprète qui est en mesure
justement d'interpréter plusieurs visions du corps, plusieurs notions du corps, plusieurs cultures corporelles. Et ça, je ne suis pas certain qu'à Montréal, on en est rendu là. Ça serait plus le cas à l'étranger? Parce que vous les voyez arriver, les danseurs, vous les voyez arriver en audition, vous les voyez à l'étranger, vous les voyez danser dans des spectacles que vous allez voir, pas forcément que les vôtres. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on est au début, on est en 2014, donc il y a eu plusieurs vagues comme ça de la danse, et du développement de la danse contemporaine. Entre les années 90 et aujourd'hui, quand vous y pensez, l'évolution s'est faite dans quel sens, à votre avis? Par rapport à l'enseignement ou par rapport à la danse tout court? Ben, l'un est pas mal lié à l'autre. Donc, je dirais par rapport à la danse. Et donc, qu'est-ce que ça traduit ou qu'est-ce que ça trahit de l'enseignement? Bien, c'est sûr que le gazon est toujours plus vert chez son voisin. Donc, si je prends l'Europe, par exemple, c'est un lieu, mais c'est plusieurs cultures. Donc, je présume qu'au niveau de l'enseignement, il y a une diversité qui est plus palpable. On peut le voir lorsqu'on a une production nord-américaine versus une production européenne, voire asiatique. Le corps sur scène s'exprime d'une façon vraiment différente. Ça, c'est une tentative d'une première réponse par rapport à la première question. La deuxième question, comment s'est transformée la danse ou comment s'est développée la danse dans ce laps de temps? Déjà, je trouve que la danse s'est développée dans la non-danse. On a surtout parlé d'état de corps, on a surtout parlé d'une danse qui est plus réfléchie avant d'être déployée par le corps. Et je pense que là, on est en train de revenir à un acte qui est d'abord et avant tout corporel, qui est déchaîné. Du mouvement pur. Le mouvement... Et de l'énergie. Je ne sais pas c'est quoi le mouvement pur, mais un peu plus de mouvement déjà, oui. C'est un mouvement qui est moins habité par des intentions cérébrales et intellectuelles. De l'individu. Chose qui est très importante. Mais je pense que là, on revient à une forme de croisement entre la théâtralité du corps et le corps dansé, mais l'essence reste beaucoup plus bougée qu'il y a de ça 10 ans ou voire même 5 ans. Vous avez dansé avec beaucoup de grands danseurs, de grands chorégraphes avant de créer votre propre compagnie, Paul-André Fortier, José Navas, Daniel Soulière, Pierre-Paul Savoie, Félix Ruckert, etc., mais aussi avec des metteurs en scène entre danse et théâtre, comme Jean-Pierre Ronfard au Paula de Vasconcelos, Robert Gravel. Lequel d'entre eux a eu le plus d'influence sur vous, finalement? Parce que là, vous dites que vous ne voulez pas être dans un modèle québécois, mais est-ce que vous avez des modèles? Effectivement, il y a un paradoxe et j'ai eu des influences, des modèles, non, mais des influences marquées, oui. Bien entendu, il n'y a pas qu'une seule personne. Paul-André Fortier m'a profondément marqué de par le fait que c'est, quand je suis arrivé, en fait, il m'a enseigné et être enseigné par un danseur chorégraphe de presque 50 ans, quand on n'a même pas la moitié de son âge, c'est un choc positif. Donc, ça nous fait voir plus loin. J'ai été marqué influencé par Félix Ruckert qui, à travers un projet, Outna, m'a fait réaliser le non-conventionnel. Bien que j'en étais, j'ai expérimenté, j'ai été témoin d'une danse qui se fait hors scène, donc une danse in situ. La proposition de Félix, l'expérience que j'en ai vécue, a vraiment redéfini mon approche, mon besoin, mon senti quant à communiquer l'être qu'on est et la danse. José Navas m'a... Bien que je n'ai jamais dansé pour lui, mais j'ai dansé une de ses pièces, One Night Only, Les Plumes Bleues. J'étais en deuil à ce moment-là. Je venais de perdre mon frère. Ça faisait 3-4 mois. Et c'est à travers sa danse, à travers cette chorégraphie, en fait, j'ai sué ma peine et ça m'a permis parce que ça a été un énorme choc sans que j'en sois
conscient, mais au niveau de mes cellules, j'étais quand même dévasté. Ce choc-là est passé, vous pensez? La perte du frère chez vous, c'est... En fait, il est en... je pense pas que ça passe, mais il est bien installé dans un cycle en moi. Ça va revenir, ça se recycle un deuil, hein, ça se recycle, ça voyage en dedans de soi. Parce que la mort d'un frère, si j'ai bien compris l'expérience que je vis, c'est une forme de mort du présent. Et le présent étant tout le temps là, ben, il y a quelque chose qui se recycle au niveau de son identité. À chaque fois qu'on arrive à un nouveau pan de sa vie, à chaque fois qu'on a dépassé des limites, il y a un bilan qui se fait. Inévitablement, mon frère sera toujours sera toujours en moi, il sera toujours un être fondamental quant au bilan de Parce que la vous êtes le personne. grand frère, maintenant c'est fini. Il n'y a pas de modèle ou d'influence avant vous. Ben, c'est sûr que cette personne m'ouvrait toutes les portes. Maintenant, bon, en même temps, j'ai perdu mon frère, j'avais 30 ans. Donc là, à 30 ans, il n'y a plus de grand frère ni de petite Oui. sœur et tout. Mais voilà. J'aimerais qu'on regarde un extrait de une de vos premières créations en tant que chorégraphe, cette fois-ci, puisque vous créez votre compagnie Carpe Diem. D'abord, vous l'avez dit, en 92, en collectif, puis en 96, vous prenez la direction. Et vous avez choisi de nous présenter 3 Santoro Macchia 4, qui est 2000. Donc, pourquoi avez-vous choisi cette pièce-là c'est une de vos premières comme chorégraphe? En fait, j'ai choisi cette pièce car ça a été ma première pièce de groupe. Oui. Bon, sur la vidéo, on voit 4 personnes, mais c'est une pièce que j'ai créée pour 7 interprètes féminins en 2000. Et c'était aussi une commande, en fait. Ça a été ma première commande. Si on parle des années 2000, donc on change de siècle, on change de millénaire. Donc, commande du Festival Danse Canada. Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'on chorégraphie de la même façon pour un corps de femme et un corps d'homme? J'ai toujours voulu poser cette question. J'ai toujours voulu y répondre, moi. Eh bien, répondez. Je veux dire, sur le plan chorégraphique, je crois qu'inévitablement, oui. C'est sûr, en fait. Parce que la rigueur féminine, elle est différente de la rigueur masculine. Ce qu'on va chercher chez le corps, c'est chez l'énergie, la personnalité, la singularité féminine, elle est différente de ce qu'on veut chercher sur le genre opposé. La rencontre des deux, sur le plan chorégraphique, je suis moins familier à ça. Donc, créer sur un homme et sur une femme en fonction d'un duo des deux genres, ça, je suis moins habitué. Mais j'ai plus de plaisir à travailler avec le genre féminin pour certains aspects, notamment on va vouloir, mais la précision, la rigueur. Mais en même temps, j'ai plus de plaisir comme interprète à travailler avec des interprètes masculins pour cette notion de jeu, la réalité ludique de la danse, l'importance d'être dans le plaisir, d'être dans le jeu. Bien que ce soit consacré, bien que ce soit sérieux, il faut que ça reste léger. Et ça m'a pris du temps dans ma vie avant du moment que j'ai arrêté d'être un dictateur et d'être un commandeur du mouvement et que je me suis dit, bon, ben là, je peux être aussi partenaire, collègue. Il a donné que dans mon parcours, j'ai plutôt été avec des interprètes masculins, notamment avec les extraits qu'on a vus. C'est intéressant ce que vous dites là, d'être le commandeur ou d'être le partenaire. Mais il y a, évidemment, c'est toute une évolution qui se fait. Mais est-ce que vous êtes toujours senti plus chorégraphe que danseur, au fond? Je me suis plus senti chorégraphe, oui, Parce que je sais, pour avoir fait beaucoup d'entrevues, que c'est l'un ou l'autre. C'est jamais les deux. Et en général, les chorégraphes et les danseurs le savent, ils vous le disent. Non, définitivement, moi, je me sens plus dynamique, plus clairvoyant, plus sensible lorsque je suis dans la position
du chorégraphe. Paradoxalement, par contre, je suis dans une position. Fait que j'ai de la misère à gérer cette limitation. Comme interprète, on est dans plusieurs positions. Si Oui. j'y prends au niveau, si je vais au pied de la lettre. Et donc, il est plus facile de se déployer sans nécessairement réfléchir à ce que l'on déploie. On passe d'abord et avant tout par la sensation. En tant que chorégraphe, je vais autant aller par la sensation que par la démonstration, que par l'impression ou la contemplation. Donc, naviguer là-dedans, je me complais peut-être plus facilement, mais des fois, je sens une certaine limitation. Étiez-vous un interprète indiscipliné comme vous étiez un enfant agité ou qui rentrait pas dans les normes? Je dirais plutôt paresseux. Et donc, forcément, ça implique une forme d'indiscipline. Mais j'ai appris. J'ai eu la chance de côtoyer des chorégraphes, notamment Paul André ou Pierre-Paul Savoie, qui m'ont pas donné le choix de me resserrer un peu. Parce que danser, être interprète, et c'est pour ça que je ne peux pas me qualifier d'interprète d'abord et avant tout, parce que c'est une réalité extrême. Ça demande énormément de rigueur, énormément de générosité, une capacité d'abandon, et en même temps, ne jamais perdre la map. Et ça, pour moi, j'avais un peu plus de difficulté au niveau de mon ego, d'être sécure là-dedans. Et l'autre aspect dont vous avez parlé longuement, est-ce que comme interprète, justement avant d'être chorégraphe et d'être libre de vous, alors là, faire ce que vous désiriez et désirez, comme interprète, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que le fait d'être d'origine haïtienne ou d'être noir était plus posait une quelconque singularité ou un quelconque problème? Au début, je me suis dit que je me demandais en fait si c'était pas un plus, cet aspect exotique, la couleur. Mais après, j'ai vite laissé ça de côté. Je n'avais pas le temps pour ça, en fait. Alors, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le chorégraphe et les différentes saisons du chorégraphe, il y a eu toute la première partie de votre travail de chorégraphe où vous dansiez dedans. Vous avez dit, en fait, il y a l'interprète, bien sûr la chorégraphe commandeur, mais quand on est dedans, comment est-ce qu'on arrive justement à faire le lien entre tout ça? Eh bien, si je prends la première pièce que j'ai fait, le sabot de Mahogany, on n'y arrive pas du tout. Je me souviens, une fois qu'on a présenté la pièce, la répétitrice qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Je veux dire, tu as pris 3 mois pour chorégraphier une pièce. Puis là, rendu devant le public, tu nous as fait complètement autre chose. Tu nous as jamais dansé le solo. » Et ça, j'ai toujours retenu ce qui s'est passé, en ce sens que comment rester fidèle à ce qu'on imagine, ce qu'on ressent, ce que l'on crée, et le transposer comme interprète dédié à quelque chose qui ne nous appartient plus sur scène. Puis je suis encore en train de, quand je reviens sur scène, essayer de respecter ça. Parce que en tant que danseur, je vais plus chercher à déployer tout ce que je sais pas. C'est des sensations, c'est de l'inconnu. Je vais jouer avec ça. Et j'aime pas rejouer le même jeu. Donc, vous avez commencé à vous extraire de vos propres pièces. Et vous m'avez dit, quand on préparait cette entrevue, que vous êtes passé du fait d'être justement le commandeur, le guide, le partenaire, mais jamais co-créateur. Ça veut dire que vous n'êtes pas... Il y a beaucoup il y a des chorégraphes qui sont dans une sorte de co-création à peu près à égalité, comme celle, par exemple, qu'a dû demander When We Were Old, la première pièce qu'on a vue. Quelle est pour vous la différence entre la co-création et le partenariat en tant que tel? Bien, la co-création, c'est créer, c'est décider. C'est créer, c'est se positionner, c'est de prendre, c'est de donner, c'est de tracer, c'est de donner une direction au mouvement, à la musique, à l'environnement scénique et tout ça. Et personnellement, on s'entend, je parle vraiment pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi à partager
donc une co-création avec la pièce When We Roll. Qu'est-ce que j'ai appris, en fait, de cette expérience-là? C'est qu'on ne peut pas co-créer. On ne voit pas la même chose, mais on a beau être deux à regarder une chose, on ne verra jamais la même chose. Donc, ça ne sert à rien d'imposer ce que l'on voit. Et cette co-création a surtout été un acte d'imposer, en fait, l'acte créateur à l'autre. C'est une fois qu'on a été capable de se distancer de ça que là, on est arrivé à créer chacun des tableaux et d'abord et avant tout, se rencontrer à travers le mouvement. Vous avez quand même appris à lâcher prise par rapport à la statue du commandeur. Donc, vous avez dit vous-même que vous aviez un peu ce côté-là. Bien, je pense que j'apprends. J'ai appris à lâcher prise. Je continue d'apprendre à lâcher prise parce que créer, c'est une relation à l'inconnu. Et être confiant devant l'inconnu, dépendamment de ce que l'on vit, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans la vie, dépendamment de plusieurs paramètres. Il y a des fois, on lâche prise plus facilement. Mais je pense que c'est beaucoup, c'est pas que je pense, c'est beaucoup plus agréable de lâcher prise et d'être en fait dans une situation de rencontre, de dialogue en pleine création. Et pour créer, je pense qu'il faut lâcher prise. Toutes les femmes le diraient, en fait, lâcher prise. Ça prend de la maturité. Alors, on va regarder un extrait de Écoute pour voir, qui est une pièce de 2008, et aussi un projet en continuum. Et pendant qu'on regarde ces images, je voudrais qu'on parle justement de la maturité. Parce que 2008, on rentre dans une période, là vous avez 38 ans au moment de Écoute pour voir la première partie, parce que ça ne cesse d'avancer et d'évoluer. Donc ce tournant de la quarantaine, est-ce que c'est pas parce que c'est la quarantaine, c'est aussi parce qu'il y a toute cette expérience très longue de 20 ans de danse, de 15 ans comme chorégraphe à la tête de votre propre compagnie Carpe Diem. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à tout ça, justement? Je ne m'attendais pas, mais en tournant la page, je me rends compte que, la page, elle est blanche. Je suis dans une forme d'inquiétude, pour le dire très honnêtement, parce que j'ai été dans un temps appelé à créer pour exprimer ce que je voulais exprimer. Et maintenant, je pense que mon souci est d'abord et avant tout, bien que je me répète, de rentrer en dialogue, d'être dans la rencontre et de réaliser que, en fait, ma danse, c'est d'abord et avant tout un point de vue que je cherche à partager avec d'autres points de vue. Je cherche à ce que ça fasse partie d'un tout, d'un ensemble. Donc, ce qui m'importe le plus, d'abord et avant tout, c'est de stimuler et être stimulé par d'autres points de vue pour en arriver à une singularité, une pièce, un projet toujours différent par rapport à celui qui vient d'être réalisé. Donc, ma quarantaine, je la vis comme une forme de silence, de pause. Pas une pause au niveau de la création, mais carrément, je me sens en arrêt et j'observe pour mieux répéter ce que j'ai fait dans le passé, mais pas de la même manière, pas avec la même insécurité, parce que je dois admettre que créer, pour moi, c'est aussi une façon douce de bercer son insécurité. Et je pense que je vais mourir. Est-ce que c'est possible de se mettre en retrait comme ça? Parce que il reste que vous êtes directeur de compagnie, il reste que vous avez, même si vous dites « je me mets en recul », etc., il reste qu'il y a des nécessités, des obligations qui fait qu'on doit produire une pièce chaque année. D'ailleurs, vous l'avez fait. Vous êtes encore en création d'une prochaine pièce qui s'appelle Suite perméable, etc. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Et est-ce que c'est facile à gérer ça, justement, d'être dans une sorte d'obligation de création? Mais je pense que elle est là, la difficulté. C'est que je ne suis pas d'accord, on n'a pas le choix à un moment donné d'être en retrait, mais on est obligé de continuer. Et c'est ce paradoxe qui fait qu'à un moment donné, au niveau de son identité, qu'est-ce que j'ai à transmettre, où est-ce que j'en suis, il y a une forme de non-réponse à certains moments. Et on est plus dans la production que dans la création. Des fois, on est plus dans on n'est pas assez dans
la réflexion ou la digestion d'expérience pour la rendre sur scène de façon singulière. Et c'est le système dans lequel on est. Et j'ai accepté d'être dans ce système-là comme énormément d'artistes, dans toutes disciplines confondues, et donc énormément de chorégraphes, de jouer ce jeu-là, de confirmer que nous sommes des individus, des êtres qui évoluons dans une discipline, dans un terrain qui est celui de l'art. Et l'art, malheureusement, n'est pas un lieu qui est associé à l'argent. L'art semble être un luxe. Et pourtant, non. Il fut un temps où est-ce qu'on parlait d'agriculture comme réalité. Il fallait absolument qu'on ait un sol à cultiver pour pouvoir se nourrir. Puis en 2014, bien, il y a un sol qui est celui de l'imaginaire qu'il faut traiter, qu'il faut cultiver. Mais on pense encore que c'est un luxe. Et pourtant, c'est une réalité essentielle, ne serait-ce que pour être une société moins malade, une société plus en santé. Mais le fait qu'on ne le regarde pas toujours de cette façon-là et qu'on le regarde surtout comme il faut produire pour que ce soit rentable, on n'a pas le choix de continuer. Il faut continuer, mais c'est pas vrai. Nous sommes des individus qui devons être en période jachère. C'est important qu'on soit dans un vide. C'est important qu'à un moment donné, on lâche du lousse, qu'on s'en aille, qu'on Vous avez parte l'impression pour de y répondre revenir. à des impératifs administratifs, puis en plus, vous devez gérer la compagnie, ça c'est autre chose que la création, mais est-ce que vous êtes aussi, vous avez l'impression parfois de répondre à des impératifs d'attente de public, par exemple, que tout le monde dit « Ah, c'est une pièce d'Emmanuel Joult » et alors on s'attend à retrouver toujours la même chose. Est-ce que vous soumettez à ça ou vous y pensez jamais? Non, ce serait mentir de dire que je n'y pense pas, mais oui, à un moment donné, dans mon parcours, au niveau de la recherche, création, production et réalisation d'une pièce, inévitablement, je vais y penser. Mais je tente de plus en plus de me libérer de cette pression parce que c'est une fausse pression. Je pense qu'on en arrive justement dans la quarantaine et par chance pour d'autres personnes beaucoup plus tôt que ça, de s'affranchir de ce pouvoir d'approbation qu'on accorde tant au public. Et c'est pas pour mal faire, hein, on est dans une société où est-ce qu'il faut être intéressé, il faut être diverti. Comme je dis, l'art est un luxe, donc si on le fait, on a intérêt à ce que ce soit excellent. Mais je ne pense pas qu'on a tous les outils pour être capable de vivre et de transcender les subtilités de l'excellence. Donc, à un moment donné, par rapport à ça, moi, je prends un recul et je sais ce que j'ai à dire, je sais la nécessité, le besoin vital que j'ai de rencontrer l'autre à travers mon imaginaire pour que je puisse être sensible à son imaginaire. Donc, je vais proposer des pièces, des projets, des situations denses qui, des fois, vont être incongrues, des fois, vont correspondre à ce que le public souhaite, mais ça peut des fois être un hasard et j'essaie de ne pas trop être en pression par rapport à ça. Puis on parle aussi de quel public on parle. Est-ce qu'on parle le vrai public ou on parle le public en danse et on parle du public qui finance la danse? Ça, c'est pour moi des publics déjà qui sont différents. Et ça, j'essaie encore plus de ne pas trop considérer mes pairs dans cet aspect-là parce que malheureusement, on n'a pas nécessairement un vécu sain par rapport à ça. Ça va être ma dernière question. Si vous n'aviez aucun impératif, si vous pouviez être dans la création pure pour témoigner de votre évolution d'artiste depuis 20 ans, vous feriez quoi aujourd'hui? Eh bien, je danserais avec le corps que j'ai en ce moment et en essayant de trouver... un peu blessé, un peu fatigué? Énormément blessé. Fatigué. Non plus blessé. Plutôt blessé. Comme beaucoup de corps de danseurs. Plutôt apeuré, en fait, mais je laisserai tout l'espace possible pour justement exprimer à travers le corps que vaut cette peur de ne pas pouvoir perdurer. Alors, je créerais beaucoup pour très peu de spectateurs, non pas parce que je n'ai rien à dire à la masse, mais c'est comme ça que je vis. Je vis avec très peu. Je ne suis pas une personne de groupe. Je suis une personne de relation intime et j'aimerais pouvoir m'exprimer dans ce contexte-là. Et la danse qui vous est venue comme ça,
elle ne va plus vous quitter. Vous allez continuer, vous vous voyez continuer comme Paul-André Fortier, José Navas. Je l'espère, en respectant aussi la danse, j'espère aller le plus perdurer le plus longtemps possible. Mais bien entendu, il faut que j'ai le réflexe, cette conviction, cette paix en moi que un corps dans l'espace, dans le temps, avec son poids, est en mesure de faire voyager le spectateur de mille et une façons, sans nécessairement être dans un code ou dans une référence qui nous permet de dire « Ah oui, ça c'est de la danse ». Tant qu'on va laisser la place à « Qu'est-ce que la danse ?» et qu'on ne veut pas une réponse tout de suite, oui, je pense que je vais pouvoir danser très longtemps. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cette très belle entrevue. On va se quitter sur un extrait de 5 humeurs, qui est une pièce pour groupe que vous avez créée en 2010. Emmanuel Joute, merci. Merci infiniment.